Alors peut-être rappeler que les modes de transport sont largement subventionnés. La route, par exemple, coûte 16 milliards d'euros d'investissement public par an, même si elle rapporte aussi beaucoup de taxes. Les transports ferroviaires subventionnés, beaucoup d'aéroports locaux sont subventionnés. Donc les limites de ces subventions sont atteintes quand les budgets publics ont des difficultés et que les subventions au transport viennent en concurrence avec d'autres dépenses publiques, qu'il s'agisse de dépenses sociales ou qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de dépenses d'éducation. Ainsi, pour les départements, les dépenses routières représentaient parfois 30 ou 40% des dépenses de département. Aujourd'hui, les dépenses sociales sont à plus de 50% et les dépenses routières entre 10 et 15%. Donc la première raison est une raison financière, les finances publiques sont limitées. La seconde raison est plutôt environnementale, puisque subventionner la mobilité, c'est subventionner les émissions de gaz à effet de serre ou subventionner les polluants, c'est subventionner l'étalement urbain. Et donc le développement, par exemple, de lignes à grande vitesse ferroviaire qui serviraient essentiellement à de la mobilité quotidienne reviendrait à un coût extrêmement élevé à l'État et serait simplement le facteur de l'étalement urbain. Même si le TGV est un mode relativement propre du point de vue de l'environnement, on voit bien qu'augmenter indéfiniment les subventions aux dépenses publiques pose des problèmes de soutenabilité. Alors l'État a des moyens assez simples qui sont utilisés depuis plusieurs années, c'est l'ouverture à la concurrence. Dans le milieu des années 80 en France, on a ouvert à la concurrence le transport routier de marchandises et la productivité dans ce secteur n'a cessé de progresser, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes au transport ferroviaire, qui lui a moins augmenté sa productivité. On pourrait aussi citer le transport aérien, où la concurrence a été ouverte dans les années 1990, et on voit aujourd'hui, avec l'apparition de nouveaux concurrents, de nouveaux opérateurs, que les gains de productivité sont importants, ce qui se traduit en baisse du prix relatif des transports aériens. On pourrait aussi citer les transports urbains de voyageurs, où la mise en concurrence se fait là par appel d'offres, ce qu'on appelle la concurrence pour le marché et non pas sur le marché. Et là aussi, on voit des gains de productivité importants par amélioration de l'offre de transport. La ville de Nantes, par exemple, a récemment beaucoup amélioré sa productivité en rationalisant son offre de bus et en limitant d'ailleurs son offre de tramway. Il y a un secteur où, par contre, l'amélioration de la productivité semble difficile, c'est le secteur du transport ferroviaire, car ce secteur en France n'est pas soumis à la concurrence pour le transport de voyageurs, à l'exception de 2 lignes vers l'Italie. Et le transport de voyageurs est donc très largement subventionné, et de ce fait-là, les pressions à la productivité sont relativement limitées. Dans le transport de marchandises ferroviaires, la pression de la concurrence existe aujourd'hui. Un tiers du marché est pris par des entreprises concurrentes de la SNCF, mais la SNCF, qui a fait des gains de productivité, continue néanmoins à faire des pertes chaque année. Alors la France est un pays qui est connu pour la qualité de son système de transport. Il suffit de se déplacer à Paris pour voir la qualité du système de transport en commun. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé de façon extrêmement dense et qu'il y a de la congestion dans ce système, parce qu'il est de bonne qualité. On connaît aussi la qualité du réseau autoroutier français, on connaît la qualité du réseau routier, on connaît la qualité des lignes TGV. Donc de façon générale, le système de transport en France est de bonne qualité, mais on sait que le réseau routier se dégrade progressivement. N'oublions pas qu'il n'y a, entre guillemets, que 10 000 km d'autoroutes à péage contre 990 000 km de routes en France, dont 500 000 sont gérées par les seules communes ou communautés de communes, qui sont donc des petites routes, des chemins vicinaux, comme on les appelle parfois, et celles-ci voient leur qualité se dégrader parce qu'encore une fois, les finances locales ont des ressources limitées. Les départements qui gèrent, quant à eux, 450 000 km de route voient aussi leurs dépenses affectées par la montée des dépenses sociales. Donc globalement, on a un système de transport qui est de bonne qualité. Il y a une petite alerte sur les routes. On a le même schéma du côté des voies ferrées, avec sur 30 000 km de voies ferrées en France, 2 à 3 000 km de voies ferrées à ligne à grande vitesse qui sont d'excellente qualité. On a 10 à 15 000 km de réseau extrêmement fréquenté qui est aussi de bonne qualité. Et on a 6 à 8 000 km de petites lignes avec 1 ou 2 ou 3 trains par jour qui ne sont pratiquement plus entretenus. Il faut réduire la vitesse. Et là, on a un véritable problème de qualité du réseau.
Alors, le transport ferroviaire était, il y a quelques années, au moment du Grenelle de l'environnement, on peut dire en quelque sorte le chouchou des politiques publiques, puisqu'il s'agissait de doubler, voire de tripler ou quadrupler le réseau de lignes à grande vitesse. Il s'agissait de développer les tramways, de développer, on le disait, TER x 4, multiplier par 4 le trafic des trains express régionaux. Et on s'aperçoit 7 ou 8 ans plus tard que le transport ferroviaire rentre en fait dans une nouvelle ère, une ère où il est concurrencé sur ses marges, il est concurrencé pour les grandes distances par le transport aérien low cost, il est aussi concurrencé sur les grandes distances par l'automobile avec le blablacar et le covoiturage, ce qui est quelque chose de totalement nouveau dans le paysage. Et le transport ferroviaire est aussi concurrencé sur la courte distance par les modes doux en zone urbaine, et il est aussi concurrencé, bien sûr, là aussi, par le covoiturage pour des courtes distances, pour se rendre au travail, par exemple. Et donc, de fait, le transport ferroviaire, qui avait pour les voyageurs beaucoup progressé en France sur la période 2000-2008, est aujourd'hui dans une situation d'assez grande difficulté. Un chiffre simple, 1 million de voyageurs Blablacar par mois, c'est à peu près 500 000 voyageurs perdus par mois pour la SNCF. C'est l'équivalent de 1200 à 1300 rames de TGV vides par mois pour la SNCF. Et on voit donc qu'on entre dans une ère totalement nouvelle pour le ferroviaire, celle qui va peut-être le conduire à devoir remplacer les trains par des autocars. Et c'est justement ce que propose de faire M. Macron dans sa loi. Alors il faudrait bien sûr l'appliquer, il est très souhaitable de l'appliquer. J'ai quelques doutes sur son applicabilité, puisqu'on se heurte à un problème culturel. La logique germanique est une logique de contrat explicite. En 1994, donc il y a plus de 20 ans, lorsque la réforme ferroviaire a été faite en Allemagne, elle a été faite sur la base d'un contrat explicite de réduction progressive des subventions publiques et d'accroissement très important de la productivité. La réforme ferroviaire qui vient d'être votée il y a un an en France, en août 2014, est une réforme où il n'est absolument rien dit de la productivité, il n'est absolument rien dit d'une éventuelle ouverture à la concurrence, et il n'est à peine évoqué la question de la soutenabilité financière des subventions au transport ferroviaire. Autrement dit, tout reste à faire dans ce domaine. Le président de la SNCF, M. Pépi, vient de déclarer à un journal qui s'appelle Les Échos que la productivité et les gains de productivité, c'était la mère de toutes les batailles, pour reprendre une formule bien connue. J'ai tendance à dire, on espère que la SNCF va en prendre le chemin.